Dans une petite ville de France, l'atmosphère dans le service des urgences d'un hôpital local était tendue, bien que les rayons du soleil de l'après-midi filtraient à travers les vieilles fenêtres. Dans un coin, une petite fille de 6 ans, nommée Camille, était assise sur une chaise en plastique, le visage marqué par l'inquiétude. À ses côtés se tenait un homme qu'elle appelait « papa », mais dans ses yeux, on pouvait lire la peur et le doute. Dans ses petites mains, elle tenait un morceau de papier froissé, sur lequel elle avait dessiné un médecin. Ce dessin n'était pas enfantin, il était troublant. Le médecin, le docteur Laurent, venait de terminer une échographie et son visage s'était figé en voyant ce qu'il avait découvert. Un silence lourd s'était installé dans la pièce, et sa main tremblait légèrement. Il comprenait que, à partir de ce moment, une vérité terrible allait se révéler, une vérité dont il ne pourrait plus se détourner. Pourrait-il entendre le cri silencieux caché dans le silence de cet enfant? Le docteur Laurent s'approcha de Camille et lui demanda doucement, « Camille, où as-tu mal ?» Mais elle ne répondit que par un hochement de tête, serrant son dessin contre elle. L'homme à ses côtés, dont le ton était froid et mécanique, prit la parole, « Elle a mal au ventre depuis 2 semaines et a de la fièvre. Elle dort mal la nuit. » Le médecin observa Camille, qui semblait perdue dans ses pensées. « Peut-être a-t-elle mangé quelque chose de mauvais, suggéra-t-il. Mais la petite murmura d'une voix tremblante, « Maman, maman disait, ne fais pas ça. » Le silence s'épaissit dans la pièce, et le visage de l'homme se crispa, mais il se força à sourire, un sourire qui ne touchait pas ses yeux. « Elle fait des rêves étranges, ajouta-t-il, comme pour justifier l'inquiétude de sa fille. « Maman est morte l'année dernière, murmura Camille, et le regard du docteur Laurent devint soudain vigilant. Quelque chose n'allait pas. Le comportement de la fillette, la froideur de l'homme, et ce dessin dans ses mains étaient troublants. « Montre-moi ce que tu as dessiné, demanda le docteur Laurent d'une voix douce. Camille secoua la tête, lançant un regard furtif à l'homme. Dans ses yeux, la peur était palpable. « Tout va bien, Camille. Le docteur est gentil, tenta de rassurer l'homme, mais sa voix trahissait une menace sous-jacente. Le docteur Laurent commença un examen classique, écoutant le cœur, prenant la température, mais dès qu'il toucha le ventre de Camille, elle se recroquevilla. « Ça fait mal ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, et son expression trahissait non seulement la douleur, mais quelque chose de plus profond. « Faisons une échographie pour être sûrs, proposa le médecin. En se dirigeant vers la salle d'examen, Camille serra son dessin contre elle, ne le lâchant pas même lorsqu'elle s'allongea sur la table. Le docteur Laurent alluma l'appareil, appliquant un gel froid sur le ventre de la fillette. Elle sursauta sous le contact, mais ce qui apparut à l'écran le frappa encore plus. Sa main tremblait alors qu'il scrutait l'écran, son regard devenant de plus en plus inquiet. Ce qu'il voyait était inimaginable. Dans l'abdomen de Camille, des cicatrices chirurgicales étaient visibles, des traces de coupures qui ne devraient pas exister chez une enfant de cet âge. Pire encore, ces marques étaient anciennes, déjà en train de cicatriser. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura le médecin. « Il y a un problème ?» demanda l'homme, mais son ton trahissait plus d'irritation que de souci. Le docteur Laurent continuait à fixer l'écran, son esprit en émoi. À ce moment-là, le dessin tomba des mains de Camille, atterrissant au sol. On y voyait un homme en blouse blanche avec des yeux rouges, tenant une seringue d'où s'échappait un liquide. Un frisson parcourut le dos du docteur Laurent. Ce n'était pas un simple dessin d'enfant. « Camille ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Qui est cet homme sur ton dessin ?» La fillette resta silencieuse, des larmes silencieuses roulant sur ses joues, lourdes comme si elle tentait de raconter quelque chose pour lequel elle manquait de mots. Elle avait appris qu'elle ne pouvait même pas pleurer. À ce moment-là, le docteur Laurent comprit que quelque chose d'horrible était arrivé à cet enfant, et que cela se poursuivait peut-être encore. D'une voix à peine audible, Camille murmura, « Maman disait de fuir, mais je n'ai pas pu. »
Ces mots plongèrent la pièce dans un silence mortel. La main du médecin tremblait encore, tandis que l'écran affichait des preuves accablantes. Une vérité terrible commençait à émerger. Cette nuit-là, le docteur Laurent ne put fermer l'œil. L'image de l'échographie de Camille hantait son esprit. Les marques sur le petit corps n'étaient pas accidentelles. Ce étaient des incisions intentionnelles. Mais pourquoi? Le lendemain matin, en revenant à l'hôpital, le docteur Laurent commença à interroger prudemment ses collègues, hésitant à parler directement. Si ses soupçons étaient infondés, il risquait de soupçonner à tort un innocent. « Avez-vous eu récemment des enfants ayant subi des opérations abdominales ?» demanda-t-il. L'infirmière, Claire, fronça les sourcils. « Eh bien, il y a quelques jours, un enfant a été opéré d'une appendicite. Nous l'avons envoyé dans un grand hôpital. Ici, nous n'opérons presque jamais les enfants. » Le docteur Laurent acquiesça. C'était vrai. Dans cet hôpital de quartier, seules des procédures simples étaient réalisées. Alors, que se passait-il avec Camille? Pendant la pause déjeuner, le docteur Laurent parcourut l'hôpital, espérant remarquer un détail. Dans le sous-sol, dans une salle de stockage, il croisa Anna, une femme de ménage qui travaillait là depuis plus de 20 ans. Elle avait perdu son mari jeune et considérait l'hôpital comme son second foyer. Elle connaissait chaque recoin et se souvenait presque de tous les patients. « Anna, avez-vous vu hier une petite fille nommée Camille ?» demanda le médecin. La main de la femme, tenant un chiffon, s'immobilisa. « Camille? La petite de 6 ans? Oui, je l'ai vue. Elle était avec une autre femme. Belle, toujours souriante. Camille était joyeuse à ses côtés, courant dans le couloir. Le cœur du docteur Laurent s'emballa. Comment était cette femme? Demanda-t-il. De taille moyenne, cheveux ondulés jusqu'aux épaules. Ah oui, elle portait toujours un collier bleu, une petite pendentif en forme de papillon. Camille adorait le toucher. Le docteur Laurent commença à prendre des notes rapidement. Vous ne vous souvenez pas de son nom? Zoé, je crois, Zoé, répondit Anna. Je l'ai entendue à l'accueil. Mais c'est étrange. Cette Zoé appelait toujours Camille, ma chérie. Et l'homme d'hier, il l'appelait juste par son prénom, et Camille semblait. Anna baissa la voix, comme si elle craignait d'être entendue. Dans le couloir, pendant que l'homme allait aux toilettes, la petite regardait toujours la porte, comme si elle attendait qu'il revienne. Les soupçons du docteur Laurent commençaient à se transformer en certitude. Anna, avez-vous vu Zoé récemment? Non. La dernière fois, c'était fin mars. Elle était venue avec Camille, puis elle n'est plus revenue. Fin mars. Le médecin se remémora cette période. L'hôpital avait alors connu une situation d'urgence. Une jeune femme avait été admise en réanimation. Anna, vous vous souvenez de cette patiente qui a été amenée en réanimation fin mars? Le visage d'Anna s'assombrit. Ah, c'était Zoé. Elle a été amenée la nuit. Quelle tristesse, si jeune. Que lui est-il arrivé? On parlait d'une erreur médicale. Dans une autre clinique, elle avait subi une opération. Quelque chose s'était mal passé. Elle a été transférée chez nous en urgence. Mais Anna secoua la tête. Elle est morte avant l'aube. Dans l'esprit du docteur Laurent, tout se mélangeait. Si Zoé était la mère de Camille et était morte en mars à cause d'une erreur médicale, qui était alors cet homme d'hier? Était-il vraiment le père? Anna, vous vous souvenez de quelque chose d'autre de cette nuit-là? Demanda le médecin. En nettoyant, la femme fronça les sourcils. Il y avait quelque chose de bizarre. Avant de perdre connaissance, Zoé répétait tout le temps, prenez soin de Camille. Et s'il découvre, Camille est aussi en danger. Je ne sais pas ce que cela voulait dire, mais sa voix était désespérée.
Un frisson parcourut le dos du docteur Laurent. Une image sombre commençait à se dessiner. Le soir, il consulta les dossiers d'archives de la patiente admise en mars. Zoé Petrov, 29 ans. Cause du décès, choc dû à une hémorragie abondante pendant l'opération. L'hôpital d'origine était une clinique privée de chirurgie esthétique à Paris. Mais pourquoi Zoé s'est-elle tournée vers cet endroit, se demanda le docteur Laurent. Quelle opération avait-elle subie? Il appela la clinique. Bonjour. Je me renseigne sur la patiente Zoé Petrov, admise chez vous en mars. Ah, ce cas-là, répondit une voix de l'autre côté. Ce dossier est clos. Nous avons convenu de ne plus en parler. Tout est réglé avec la famille. Désolé, mais je ne peux rien dire de plus. L'appel se coupa brusquement. Les soupçons du docteur Laurent se renforcèrent. Il cachait clairement quelque chose. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Anna aperçut à nouveau Camille. La petite était avec le même homme que la veille, mais cette fois, il se tenait devant une pharmacie. Anna les observa de loin. Camille tenait toujours son morceau de papier froissé et dessinait quelque chose. Lorsque l'homme entra dans la pharmacie, Anna s'approcha prudemment de la fillette. Camille. La petite leva les yeux. Dans ses yeux, la peur était toujours présente. Grand-mère, je me souviens de vous, murmura-t-elle doucement. Le cœur d'Anna se serra. Camille, ta maman te manque-t-elle? Camille hocha la tête en silence et montra à Anna son dessin. Cette fois, il était différent. On y voyait encore un homme en blouse blanche avec des yeux rouges, mais à côté était écrit le mot « maman » seulement à l'envers. Camille, qui est cet homme sur ton dessin? Camille regarda autour d'elle et murmura à l'oreille d'Anna, « Maman. » Maman disait de fuir. Elle disait que cet homme faisait de mauvaises choses, mais maman n'a pas eu le temps de fuir. Le cœur d'Anna fit un bond. Quelle mauvaise chose? Il a pris quelque chose à maman de son ventre, et elle a eu très mal. À ce moment-là, l'homme sortit de la pharmacie. Camille cacha rapidement son dessin et se tut. Bonjour, madame, salua-t-il maladroitement. Anna le regarda attentivement. Il ne ressemblait pas du tout à un père. Son comportement auprès de Camille semblait artificiel. Et surtout, le regard que Camille posait sur lui était plein de crainte. Vous êtes le père de Camille, n'est-ce pas? Je ne vous ai jamais vu auparavant. Oui. Et vous? Je suis Anna Stepan. Je travaille à l'hôpital. J'étais amie avec la maman de Camille. Le visage de l'homme se figea un instant. C'est triste que Zoé ne soit plus là. Oui, très triste. L'homme prit la main de Camille. Mais nous devons y aller. Attendez une minute, arrêta Anna. Camille, veux-tu un bonbon? La petite acquiesça avec gratitude, mais l'homme interrompit brusquement, non, merci. Camille, tu ne peux pas manger de sucreries. Mais maman me le permettait, murmura la fillette. Le visage de l'homme se tendit à nouveau. Camille, je t'ai dit que maman n'est plus là. Des larmes coulèrent sur les joues de Camille, mais elle ne pleura pas à voix haute. En voyant cela, Anna sentit que quelque chose n'allait pas. La nuit où tout a basculé, Anna, la grand-mère de Macha, feuilletait un vieux photo-album dans son salon. Les pages jaunies racontaient l'histoire de l'hôpital où elle avait travaillé pendant des décennies. Elle s'arrêta sur une photo en noir et blanc, prise lors des premiers jours de l'établissement. Des jeunes médecins souriaient à l'objectif, mais un visage attira particulièrement son attention. Cet homme ressemblait étrangement à celui que Macha avait dessiné. En bas de la photo, un nom avait été soigneusement gratté. Intriguée, Anna prit une loupe et examina l'image de plus près. Elle parvint finalement à déchiffrer le nom, Pavel Morozov, chef du service d'anesthésie. Un frisson parcourut son échine. Pourquoi son nom avait-il été effacé?
Et pourquoi Masha avait-elle dessiné cet homme? Le lendemain, Anna se rendit à l'hôpital plus tôt que d'habitude, l'esprit tourmenté par la découverte de la veille. Elle descendit dans la salle de repos du sous-sol, où des photos anciennes ornaient les murs, témoignant de l'histoire de l'hôpital. Parmi elles, une photo de groupe de 1998 attira son attention. Les jeunes médecins et infirmières souriaient joyeusement. Une femme se détachait particulièrement, Zoya. Anna sentit ses mains trembler. Elle avait toujours cru que Zoya n'était venue à l'hôpital qu'en tant que patiente. Pourquoi se retrouvait-elle sur cette photo parmi le personnel? En scrutant de plus près, Anna remarqua un badge sur la poitrine de Zoya, infirmière Zoya Petrova. Elle lut la légende sous la photo, soirée d'accueil des nouveaux employés, 1998. Infirmière assistante Zoya Petrova et chef du service d'anesthésie Pavel Morozov. Ce nom résonnait à nouveau dans son esprit. En feuilletant d'autres photos, elle tomba sur une image de 1999 où le nom de Zoya avait été barré au marqueur noir, comme si quelqu'un avait voulu effacer son existence. À partir de l'an 2000, Zoya avait complètement disparu des photos. Que s'est-il passé? Murmura Anna. Soudain, une voix la fit sursauter. Grand-mère, que faites-vous ici? C'était le docteur Orlov, un collègue. Je regarde de vieilles photos, répondit-elle en se retournant. Il s'approcha et observa la photo. Je crois que j'ai déjà vu cette femme. C'est la mère de Masha, n'est-ce pas? Demanda-t-il, visiblement surpris. Oui, c'est bien elle. Mais c'est étrange, pourquoi son nom a-t-il été barré depuis 1999? Ils continuèrent à examiner les photos ensemble. Orlov remarqua alors un détail troublant. Regardez, Pavel Morozov a également disparu des photos après 1999. Anna acquiesça, le cœur lourd. Avant 1998, il apparaissait sur de nombreuses images, mais à partir de 1999, il n'y a plus aucune trace de lui. Quelque chose de grave a dû se produire. Je me souviens d'un grand scandale à l'hôpital en 1999. De nombreux médicaments anesthésiques avaient disparu de la salle d'opération, se rappela Anna. La police était même intervenue, mais personne n'a jamais été retrouvé. Orlov, intrigué, demanda, « Pensez-vous que Zoya et Morozov pourraient être liés à cela ?» Anna hocha la tête, perplexe. Peut-être qu'ils ont tous les deux quitté l'hôpital pour cette raison. Zoya a-t-elle mentionné quelque chose d'étrange avant de partir? Interrogea Orlov. Anna réfléchit un instant. Oui, elle semblait très préoccupée. Elle se retournait sans cesse et parlait à voix basse au téléphone. Elle avait l'air terrifiée, comme si quelqu'un la poursuivait. Un souvenir lui revint alors. Elle m'a dit une fois, si quelque chose m'arrive, prends soin de ma fille. Sa fille? Masha n'était pas encore née, n'est-ce pas? Demanda Orlov, intrigué. Non, elle était enceinte à l'époque. Un frisson parcourut le dos d'Orlov. Cela signifie qu'elle avait déjà des pressentiments sur un danger imminent. Savez-vous où elle est allée? Anna répondit, elle a dit qu'elle partait à Paris pour commencer une nouvelle vie, mais après cela, je n'ai plus eu de nouvelles. En examinant la photo de 1998, Anna remarqua une petite note accrochée à l'angle. Zoya, fais attention. Il suspecte. La note était signée par PN, les initiales de Pavel Morozov. Il semblait l'avertir, murmura Orlov, pensif. À ce moment-là, le responsable de l'entretien entra dans la pièce. Que faites-vous ici, docteur Orlov? Madame, demanda-t-il. Nous regardons de vieilles photos, répondit calmement Orlov. L'homme jeta un coup d'œil à la photo et son visage se crispa. Ces photos évoquent de mauvais souvenirs. À l'époque, il se passait des choses illégales à l'hôpital. Certains médecins volaient des médicaments anesthésiques. C'est pour cela que Zoya et Morozov ont quitté l'hôpital.
Zoya est partie à cause de sa grossesse, mais Morozov. Il baissa la voix. Il était le chef. Le chef, s'étonna Anna et Orlov échangèrent un regard inquiet. Oui, pendant les opérations, Morozov utilisait des doses excessives d'anesthésiques sur les patients et gardait les surplus pour les vendre illégalement. Orlov demanda prudemment, Zoya était-elle impliquée? Le responsable secoua la tête. Non, elle voulait le dénoncer, mais Morozov l'a menacée. Elle était enceinte et il a menacé de faire du mal à son enfant. Orlov sentit son cœur s'accélérer. C'est pour cela qu'elle n'a rien dit. Le responsable acquiesça. Elle a fini par quitter discrètement l'hôpital pour Paris. Morozov, quant à lui, a disparu sans laisser de traces. Anna, le regard inquiet, demanda, « Pensez-vous qu'il pourrait revenir ?» Les yeux du responsable brillèrent dans l'ombre. S'il revient, il voudra se venger de Zoya pour avoir tenté de le dénoncer. Tous trois réalisèrent alors que Masha, la fille de Zoya, était en danger. Anna regarda à nouveau le visage de Zoya sur la photo, maintenant consciente de la peur cachée derrière son sourire. « Zoya, murmura-t-elle, ce que tu craignais est arrivé. » Cette nuit-là, Orlov ne parvint pas à trouver le sommeil. Les mots d'Anna résonnaient dans son esprit, tout comme les photos anciennes. Les disparitions de Pavel Morozov et de Zoya, ainsi que les médicaments volés, étaient liés. Plus tard dans la nuit, il jeta un coup d'œil à l'échographie de Masha. Le lendemain, il reçut les résultats d'examens supplémentaires, un scanner et des analyses de sang. En voyant les résultats, il blêmit. Dans l'abdomen de Masha, il y avait des traces d'opération, pas une, mais plusieurs. Mais ce qui le choqua le plus, ce fut l'analyse de sang. On y trouva des traces d'anesthésiques puissants, du propofol et du fentanyl, les mêmes médicaments qui avaient disparu de l'hôpital 20 ans auparavant. La main d'Orlov trembla. Ce n'était pas simplement de la négligence envers un enfant. Quelqu'un avait effectué des manipulations médicales illégales sur cette petite fille. Il décida immédiatement d'en informer la police. Mais en arrivant au commissariat, il fut témoin d'une scène inattendue. L'homme qui était venu avec Masha parlait à un policier. Orlov observa leur conversation depuis sa voiture. L'homme remplissait un formulaire, tandis que le policier l'écoutait attentivement, hochant la tête de temps en temps. Peu après, l'homme sortit du commissariat. Orlov se précipita à l'intérieur. « Bonjour. Je voudrais parler de l'homme qui vient de déposer une plainte. » Le policier de service leva les yeux. « Vous parlez de l'enfant ? » ?»« Oui. » »« De quoi parlait sa plainte ? » Le policier vérifia le formulaire. « Un certain Constantin Volkov a déposé une plainte. Il affirme que le médecin qui s'occupe de sa fille lui impose des examens inutiles et émet des soupçons infondés, causant un traumatisme psychologique à l'enfant. » Orlov fut stupéfait. « Volkov ? Il a dit qu'il était le père de Masha ? » ?»« Oui, il prétendait être son père. »« Et vous êtes le médecin en question, n'est-ce pas ? » Orlov hésita. S'il contredisait le témoignage maintenant, alors qu'une plainte avait déjà été déposée, ses paroles pourraient sembler peu crédibles. « Je suis juste venu fournir des informations. » « Avez-vous vérifié l'identité de Monsieur Volkov ? » ?»« Bien sûr, nous avons vérifié ses papiers et il a présenté un certificat de parenté. » Le policier montra le document. Orlov l'examina attentivement et remarqua une anomalie. « Monsieur le policier, cette date est incorrecte. Si Masha a maintenant 6 ans. » Le policier vérifia. « C'est en effet étrange. Selon cette date, elle aurait 8 ans. Quand le document a-t-il été délivré ? » ?»« Hier. » Les doutes d'Orlov se transformèrent en certitude. Il semblait que Volkov avait hâtivement falsifié le certificat de parenté après sa visite avec Masha. « Écoutez, en tant que médecin, je vous dis que Masha a de sérieux problèmes médicaux.
Il y a un grand risque de maltraitance sur cet enfant, mais son père prétend que vous effectuez des procédures inutiles. À ce moment-là, le téléphone d'Orlov sonna. C'était Anna. Viktor Ivanovitch, il y a un problème. Masha a disparu. Cet homme, Constantin, l'a emmenée quelque part. Elle avait l'air de demander de l'aide. Elle est en danger. Orlov se tourna rapidement vers le policier. Nous devons immédiatement chercher l'enfant. Volkov a fui avec Masha. Mais il est son père. Non, il n'est pas son père. Les documents sont faux et Masha est clairement victime de maltraitance. Orlov sortit les résultats des analyses de la fille. Regardez, il y a des traces d'opérations illégales et d'anesthésiques dans son corps. Le policier examina les documents et son expression devint sérieuse. Est-ce vrai? Absolument. Sa mère est morte en mars d'une erreur médicale, ce qui est également suspect. Le policier informa immédiatement sa hiérarchie et les recherches de Constantin Volkov et de Masha commencèrent. Pendant ce temps, Anna décida de chercher sa petite fille elle-même. Elle interrogea les gens près de la pharmacie où Volkov avait été vu pour la dernière fois. Le propriétaire d'un magasin de fournitures de bureau lui raconta « Oui, je l'ai vu hier. Il est monté dans un taxi avec la petite et a demandé à être conduit dans un endroit tranquille. » Un endroit tranquille, demanda Anna, le cœur battant. Oui, la petite essayait de s'en aller, et il lui a donné quelque chose à manger. Ça ressemblait à un bonbon. Le cœur d'Anna se serra. Cela pouvait être une drogue. Avez-vous noté le numéro du taxi? Non, juste que la voiture était bleue. Anna commença à appeler toutes les compagnies de taxi. Dans l'une d'elles, elle eut de la chance. Notre chauffeur a emmené un homme avec une petite fille de la zone de l'hôpital vers une maison abandonnée en dehors de la ville. Une maison abandonnée, demanda-t-elle, alarmée. Oui, une vieille villa à la périphérie de Paris qui est vide depuis plusieurs années. Anna nota rapidement l'adresse et appela le docteur Orlov. Viktor Ivanovitch, je sais où se trouve Masha. Orlov, accompagné de la police, se dirigea immédiatement vers l'adresse indiquée. La villa abandonnée se trouvait dans un endroit isolé. La nuit était sombre et étrangement silencieuse. Alors qu'il s'approchait de la maison, un aboiement se fit entendre. Vous entendez? On dirait qu'un chien est attaché dehors, remarqua un policier. À l'intérieur, le silence était pesant. Trop silencieux. Le policier frappa à la porte. Police, ouvrez. Aucune réponse. La grand-mère, Anna, se pencha pour regarder par la fenêtre et cria « Viktor Ivanovitch, par ici !» Sur le sol, Constantin Volkov était étendu, inanimé. Les policiers forcèrent la porte et pénétrèrent dans la maison. Volkov était déjà mort. À côté de lui, un flacon de médicaments vide et une note. L'écriture était tremblante. Elle savait trop de choses. Je ne faisais qu'exécuter des ordres. Mais je ne savais pas qu'elle avait laissé un enregistrement. Près de Volkov, un petit dictaphone était posé. Viktor Ivanovitch appuya sur le bouton et la voix de Zoé résonna. Si ma fille survit, elle se souviendra de tout. Et quand elle se souviendra, vous paierez pour tout. À ce moment-là, un léger bruit se fit entendre à l'étage. Tous montèrent les escaliers, dans une des chambres, trouvèrent Masha. La petite fille tenait fermement le t-shirt de sa mère et pleurait silencieusement. Anna la sortit délicatement de sa cachette et l'enlaça tendrement. Masha tremblait encore, mais pour la première fois depuis longtemps, elle semblait se sentir en sécurité. Cependant, ce n'était pas la fin de l'histoire. L'homme mentionné dans la note de Volkov, celui qui donnait les ordres, était toujours en liberté. Le véritable criminel se cachait quelque part. Après avoir sauvé Masha, Anna l'emmena chez elle. Avec l'autorisation de la police,
elle devint sa tutrice temporaire, mais une inquiétude persistait en elle. Tant que l'homme qui dirigeait Volkov n'était pas retrouvé, Masha restait en danger. Cette nuit-là, alors que la petite s'endormait, Anna sortit une vieille boîte. À l'intérieur se trouvaient des lettres et des photos qu'elle avait échangées avec Zoé il y a 20 ans. Peut-être y avait-il une piste. En feuilletant les documents, elle tomba sur la dernière lettre de Zoé, datée de 1999. Anna, je pense qu'il est temps de partir. Ce qui se passe à l'hôpital a dépassé toutes les limites. Surtout ce que fait le directeur Morozov, c'est indescriptible. Je suis enceinte, donc je ne peux pas intervenir directement. Mais ce qu'il fait aux patients de Teveltusi n'est pas simplement du trafic de médicaments. Cela semble bien plus grave. J'ai accidentellement entendu Morozov parler au téléphone et mentionner le mot « organisation » et qu'il recevait des ordres d'en haut. Anna, si quelque chose m'arrive, prends soin de ma fille. Je ne veux pas qu'elle soit impliquée dans cette affaire sordide. Les mains d'Anna tremblaient. Une organisation au sommet. Cela signifiait que Pavel Morozov obéissait à quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, Anna raconta à Viktor Ivanovitch le contenu de la lettre. Ils décidèrent de plonger ensemble dans les événements de 20 ans auparavant. Viktor Ivanovitch descendit dans les archives de l'hôpital et commença à examiner les anciens documents, les listes de personnel de 1999, les journaux d'opération, les inventaires de médicaments. Rapidement, il découvrit un fait alarmant. La quantité de médicaments médicaux disparus en 1999 était énorme. Une seule personne ne pouvait pas porter un tel secret. Une véritable organisation était clairement à l'œuvre, murmura-t-il. Pendant ce temps, Anna trouva dans la cave une autre chose, une vieille photo dans un cadre, cachée dans un coin. La photo était couverte de poussière, à peine visible. Mais en l'essuyant, elle découvrit une image du conseil d'administration de l'hôpital de 1999. On y voyait le médecin-chef et les directeurs. Cependant, le nom de l'un d'eux était barré en noir. Étrange. Un autre nom barré, s'étonna Anna. Viktor Ivanovitch prit une loupe. En y regardant de plus près, il remarqua une légère esquisse de lettre. Directeur MMO. Un nom commençant par M. Attendez, cela pourrait être Morozov, s'exclama la grand-mère. Était-il directeur? En poursuivant leurs recherches, ils découvrirent une vérité choquante. Pavel Morozov n'était pas seulement le chef de l'anesthésie. Il était le véritable homme de l'ombre de l'hôpital et siégeait au conseil d'administration. De plus, son père était l'un des fondateurs de l'établissement. Cela signifie que Morozov était l'héritier de cet hôpital, acquiesça Anna. Voilà pourquoi il pouvait agir ainsi. Viktor Ivanovitch approfondit ses recherches. En examinant les rapports financiers de 1999, il remarqua que l'hôpital était en grande difficulté financière. Mais durant ces mois, des entrées d'argent soudaines et importantes étaient enregistrées. Leur origine n'était pas indiquée. De l'argent illégal, dit-il pensivement. Il s'agissait probablement de fonds provenant de la vente de médicaments. Pendant ce temps, Anna découvrit un autre document. C'était un rapport interne de décembre 1999. Les résultats de l'enquête sur le directeur Pavel Morozov. Soupçon de trafic illégal de médicaments. Soupçon de procédures médicales interdites sur des patients. Soupçon de lien avec une organisation extérieure. Pour ces points, une vérification supplémentaire était nécessaire. Cependant, en raison de la disparition soudaine du directeur Morozov, l'enquête avait été suspendue. Une employée associée, l'infirmière Zoé Petrova, avait également démissionné à la même période. Son emplacement était inconnu. Viktor Ivanovitch et Anna échangèrent un regard. Le puzzle commençait à se former.
Morozov n'était pas seulement un criminel, il faisait partie d'une organisation plus vaste et utilisait l'hôpital comme base pour ses expériences illégales. Zoé avait découvert cela et tentait de le révéler. Mais Morozov, profitant de sa grossesse, avait commencé à la menacer. Finalement, Zoé avait dû fuir. Mais pourquoi a-t-il disparu si soudainement, demanda Anna. Viktor Ivanovitch continuait à fouiller dans les dossiers et finit par trouver un autre indice. Regardez, en décembre 1999, une vérification policière a eu lieu à l'hôpital. La police? Oui. Un rapport anonyme avait été reçu. Et c'est probablement à cause de cela que Morozov a disparu. Un rapport anonyme, murmura la grand-mère. C'était probablement Zoé. Avant de partir, elle avait suivi une dernière piste, mais de nombreuses questions restaient en suspens. Quelle était cette organisation à laquelle Morozov était lié? Et pourquoi, 20 ans plus tard, avait-il atteint Zoé et Masha? Ce soir-là, Anna demanda prudemment à sa petite fille, « Masha, te souviens-tu de ce que disait ce méchant oncle ?» Masha hésita, puis répondit doucement. Il disait qu'il cherchait ce que maman avait caché. Qu'est-ce qu'elle avait caché? Oui, maman a caché quelque chose d'important quelque part. Et s'il le trouve, il me fera la même chose qu'à maman. Le cœur d'Anna s'emballa. Peut-être que Zoé avait effectivement laissé des preuves. Masha, ta mère avait des choses spéciales. Peut-être un endroit qu'elle aimait particulièrement? Masha hocha la tête. Le collier de maman. Dans le papillon bleu, il y avait quelque chose. Et qu'y avait-il? Un petit morceau de papier. Maman disait qu'il ne fallait jamais le perdre. Sans perdre une minute, Anna appela Viktor Ivanovitch. Regardez, s'il vous plaît, parmi les affaires de Zoé, il doit y avoir un collier bleu avec un papillon. Le lendemain, Orlov retrouva les affaires de Zoé dans la chambre de stockage et la réanimation. Et effectivement, parmi elles se trouvait ce collier. En l'ouvrant, il découvrit à l'intérieur un petit morceau de papier plié. En le dépliant, le docteur blêmit. Sur le papier se trouvaient toutes les preuves contre l'organisation qui avait mené des activités médicales illégales pendant les 20 dernières années. Il y avait des noms, un schéma de toute la structure et des détails sur les crimes qui se poursuivaient encore. Au centre de tout cela se trouvait le nom du véritable chef, l'homme qui était toujours en liberté. Zoé avait tout enregistré avant sa mort. Enfin, le moment était venu de révéler la vérité. Le papier du collier contenait des informations choquantes. Un schéma complet de l'organisation de trafic d'organes qui avait opéré pendant 20 ans. Et le chef de ce réseau n'était autre que Grigori Andreïevitch Sokolov, président actuel du conseil d'administration de l'hôpital de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg. Le docteur Orlov relisait les lignes avec des mains tremblantes. De 1999 à 2019, Sokolov avait dirigé ce réseau criminel. Pavel Morozov n'était qu'un exécutant. Leurs victimes étaient des patients sans famille et des personnes issues de milieux socialement défavorisés. En mars 2019, l'infirmière Zoé Petrova avait découvert cela et commencé à rassembler des preuves, mais elle avait été démasquée et éliminée. La dernière ligne frappa Orlov plus que tout. Prochaine cible, Masha. Les organes de l'enfant sont déjà réservés pour un acheteur à l'étranger. Après ma mort, il prévoit d'enlever Masha. Viktor Ivanovitch alerta immédiatement la police, mais Sokolov avait déjà disparu. Ni chez lui, ni à l'hôpital, rien n'avait été trouvé. Anna et Masha étaient sous protection au poste de police, mais l'inquiétude ne les quittait pas. Sokolov était un homme trop influent, et il pouvait facilement trouver un moyen d'atteindre l'enfant. Quelques jours plus tard, une première piste émergea. Il était supposé que Sokolov se cachait dans sa vieille datcha à la périphérie de Paris. La maison lui appartenait depuis 20 ans. Et, selon les enquêteurs, c'était là qu'il menait ses opérations secrètes. Anna,
accompagné de la police, se dirigea vers cet endroit. Masha fut laissée dans un lieu sûr, mais l'espoir de trouver des preuves dans la maison était grand. Lorsqu'ils arrivèrent, un silence sinistre régnait. Un chien était attaché près de la maison, tirant plaintivement sur sa chaîne et aboyant. La police fouilla minutieusement la maison, mais Sokolov n'y était pas. En revanche, dans la cave, une scène terrible se dévoila. Des chambres d'opération temporaires, des corps non identifiés. Anna faillit vomir. Combien de personnes innocentes avaient péri ici? Au deuxième étage, ils tombèrent sur quelque chose d'encore plus horrible. Dans une des chambres, tout un mur était couvert de photos et de dossiers de victimes. Parmi eux se trouvaient des clichés de Zoé et de Masha. Sur la photo de Zoé, un gros X rouge, et sur celle de Masha, une inscription, en cours. Des monstres, murmura Anna, tremblant de colère. Mais le plus terrifiant fut découvert dans le grenier. Là se trouvaient des enregistrements de décennies, des revenus du trafic d'organes, des correspondances avec des acheteurs étrangers, des listes de victimes. Dans ces listes, des centaines de noms de personnes déclarées mortes par erreur médicale ou pour des raisons inconnues. Anna regardait ces listes en pleurant, combien de familles avaient pleuré, sans jamais soupçonner la vérité. Dans un coin du grenier, elle trouva encore quelque chose. De vieilles cassettes. Elles portaient des dates et une inscription, dernier message. Anna en inséra une dans un vieux magnétophone. La voix de Zoé résonna, datée du 15 mars 2019. Si quelqu'un écoute cela, cela signifie que je ne suis plus en vie. Ces derniers mois, j'ai été témoin de l'horreur. Dans notre hôpital, une organisation de trafic d'organes est active. Elle est dirigée par le président Sokolov et Pavel Morozov. Ils tuent des gens innocents et vendent leurs organes. L'enregistrement se poursuivit. J'ai rassemblé toutes les preuves, transactions, liste des acheteurs, informations sur les victimes. Tout est caché dans le collier de Masha. Si je meurs, je crois qu'un jour quelqu'un le trouvera et que la vérité sera révélée. La voix de Zoé tremblait. Maintenant, ils se sont attaqués à Masha. On dit que les organes de ma fille sont déjà réservés pour un acheteur à l'étranger. Je ferai tout pour la protéger, même si cela signifie donner ma vie. À la fin de l'enregistrement, ses sanglots se firent entendre. Masha, désolée de ne pas avoir pu te protéger, mais un jour la vérité sera connue, et alors tu seras en sécurité. Maman le promet. L'enregistrement se termina. Anna, le visage trempé de larmes, écouta les autres cassettes. Elles contenaient les derniers messages d'autres victimes. Tous, comme un testament, laissés dans la prémonition de leur propre mort. À ce moment-là, Anna comprit que Sokolov et ses hommes ne se contentaient pas de voler des organes. Ils avaient tout mis en place pour que les victimes ne puissent jamais raconter la vérité. Mais Zoé était différente. Elle avait lutté jusqu'à la fin, essayant de protéger sa fille, et croyait qu'un jour la vérité serait révélée. Abonnez-vous à la chaîne de nombreux